Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 17 décembre, je vous propose de revenir tout d'abord sur la situation politique en Corée du Sud, où l'Assemblée nationale a voté pour destituer le président Yoon Suk-yeol. Nous évoquerons également un accord récemment signé entre l'Australie et le petit État de Nauru, et nous irons ensuite en Indonésie, où le président Prabowo Subianto a provoqué de vives réactions en proposant de supprimer les élections régionales dans le but de faire des économies. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en évoquant un accord d'accès réciproque signé entre le Japon et les Philippines, qui a finalement été ratifié hier par le Sénat philippin. Nous avions évoqué la semaine dernière l'annonce soudaine du président sud-coréen Yoon Suk-yeol qui avait décrété la loi martiale à la surprise générale avant de se raviser et de l'abroger quelques heures plus tard, dans la nuit du 3 au 4 décembre, face à une forte opposition de la classe politique et de la population locale. Le chef d'État avait alors justifié sa décision en invoquant le besoin, je cite, de protéger la Corée du Sud libérale des menaces posées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments hostiles à l'État. Il s'était ensuite excusé quelques jours plus tard, sans pour autant présenter sa démission, et une première motion de censure déposée contre lui par l'opposition avait échoué le samedi suivant suite au boycott du vote par les députés de la majorité présidentielle. Le Parti démocrate et 5 autres partis d'opposition avaient déposé jeudi dernier une deuxième motion de censure, conduisant à un vote qui s'est tenu samedi et lors duquel 204 députés ont voté pour la destitution contre 85 contre, passant de justesse le seuil requis établi à 200 pour valider le vote. Le vote de la motion de censure a été accueilli avec enthousiasme par quelques 200 000 manifestants rassemblés devant le Parlement à Séoul pour réclamer la destitution du président. La destitution doit toutefois encore être validée par la Cour constitutionnelle dans les 180 jours. La Cour a d'ailleurs déjà tenu sa première réunion hier pour discuter du calendrier de la procédure et le chef de l'opposition, Lee Jae-myung, a appelé à une décision rapide afin de limiter les troubles dans le pays. Si les juges se prononcent en faveur de la validation à l'unanimité, une nouvelle élection devra se tenir dans les 2 mois qui suivent et le nouveau président entrera en fonction dès le lendemain, sans période de transition. En attendant, c'est le Premier ministre, Han Duck-soo, qui assure l'intérim et qui a déclaré qu'il ferait de son mieux pour assurer la gestion stable des affaires du gouvernement. Notons que dans le passé, un président a déjà été destitué suite à un scandale de corruption en 2017, un vote qui avait alors été confirmé par la Cour constitutionnelle au bout de 92 jours. Mais il est aussi arrivé en 2004 que la Cour ne valide pas cette destitution. On peut aussi rappeler que Yoon Suk-yeol est aussi visé par une enquête pénale pour rébellion, assortie d'une interdiction de sortie du territoire, et qu'il a déjà refusé de se présenter devant la justice dimanche dernier. Le président du commandement militaire de Séoul a par ailleurs été interpellé vendredi et le chef de la police nationale ainsi que le chef de la police de Séoul sont aussi visés par un mandat d'arrêt en raison du risque de destruction des preuves. Le ministre de la Défense Kim Yong-hyun, quant à lui, est visé par une enquête et est soupçonné d'avoir poussé Yoon à déclarer la loi martiale. Il a été arrêté et a tenté de se suicider peu après. Cette crise au plus haut sommet de l'État et au sein du Parlement s'est aussi propagée au sein du parti du pouvoir au peuple, le parti de Yoon Suk-yeol, puisque le président du parti, Han Dong-hoon, a annoncé lundi sa démission en déclarant qu'il ne regrettait pas d'avoir exhorté les députés à voter contre le président lors du vote de la motion de censure. Cette démission semble témoigner des tensions qui existent au sein du parti au pouvoir entre les partisans de Yoon Suk-yeol et ceux qui ont décidé de voter contre lui en espérant une sortie de crise rapide. L'Australie et Nauru ont signé lundi dernier, le 9 décembre, un accord important dans lequel Canberra s'est engagé à apporter une aide financière directe au budget du petit État du Pacifique à hauteur de 64 millions de dollars américains sur une période de 5 ans. L'accord, intitulé Traité Nauru-Australie, a été signé par le président de Nauru, David Aedang,
et par le Premier ministre australien Anthony Albanese dans la capitale australienne. Le site internet du ministère des Affaires étrangères australien affirme que l'Australie s'engage à un nouveau partenariat pour soutenir la résilience économique de Nauru et pour approfondir la coopération en matière de sécurité entre les voisins du Pacifique. Ce traité vise notamment à permettre aux ressortissants de Nauru d'avoir accès aux services bancaires de la Commonwealth Bank d'Australie, notamment grâce à une présence physique sur place, alors que le petit État a vu la Bendigo Bank, australienne également, quitter l'île l'année dernière. Il faut savoir que l'Australie est le premier partenaire étranger de Nauru, que ce soit en matière d'économie ou de sécurité, mais cet accord a déjà été critiqué par des militants des droits de l'homme, et le média néo-zélandais Radio New Zealand a par exemple cité l'ONG Refugee Action Coalition, qui affirme que ce traité n'est rien d'autre qu'un pot de vin qui permet d'assurer que l'Australie puisse continuer à se débarrasser de ses demandeurs d'asile en les laissant dans son centre de détention offshore à Nauru. Ce centre controversé, en particulier lorsqu'il accueillait encore des enfants et des adolescents en situation de détresse psychologique, est en effet une des clés de la politique d'immigration australienne qui vise à décourager les immigrants illégaux et les réfugiés à se rendre en Australie par bateau. Il faut savoir que ce centre constitue une des rares sources de revenus pour Nauru, qui a épuisé toutes ses ressources naturelles que constituaient ses importantes réserves de phosphate, aujourd'hui épuisées. Radio New Zealand a indiqué qu'il restait encore aujourd'hui entre 95 et 100 demandeurs d'asile, principalement originaires de Chine et du Bangladesh, détenus dans le centre depuis plusieurs mois. Le Premier ministre australien a déclaré que le traité était un accord qui répondait aux besoins des deux pays et servait leurs intérêts communs pour une région pacifique, sécurisée et prospère. Le président indonésien Prabowo Subianto a proposé jeudi dernier de supprimer les élections régionales pour réduire les coûts. Cette proposition, qui n'a pas été accompagnée de détails, ne constitue pas encore une proposition officielle et le gouvernement devra pour cela soumettre un projet de loi visant à modifier les lois électorales dans ce sens. Mais cette proposition, du chef de l'État élu en début d'année, a provoqué une onde de choc et suscité de vives réactions au sein de l'opinion publique, des ONG de protection des droits de l'homme et d'une partie de la classe politique, pour qui la suppression des élections régionales signifierait un recul pour la démocratie, mais aussi un retour à l'ancien système électoral qui a existé avant 2005 et depuis la présidence du dictateur Suharto. Actuellement, il existe 2 élections au niveau national, une première où sont élus le président et les membres des assemblées législatives et régionales, et une autre où sont élus les maires, les gouverneurs et les régents. Les dernières élections régionales en Indonésie remontent à plus de 2 semaines à peine et ont vu la victoire de la coalition du président Prabowo. Ce dernier a suggéré de laisser l'élection des maires et des gouverneurs aux assemblées législatives régionales en faisant référence aux milliards de roupies indonésiennes dépensés pour organiser les dernières élections. Le chef de l'État a affirmé que cette économie permettrait de moderniser les écoles et de financer des repas. Cité par le média américain en ligne Benar News, l'ONG Indonesian Voter Committee, qui fait de la veille électorale, s'est dite inquiète que le président veuille revenir sur cette réforme majeure de décentralisation, en rappelant que les responsables choisis jadis par les conseils électoraux ne représentaient pas fidèlement les besoins de la population. L'ONG a estimé que la proposition du président n'était pas bonne pour la démocratie et que la réduction de coûts ne devait pas être une excuse, avant de rappeler que les élections étaient coûteuses, certes, mais qu'il s'agissait d'un investissement nécessaire pour la démocratie. Le Sénat philippin a ratifié lundi un accord d'accès réciproque avec le Japon qui doit permettre aux armées des 2 pays d'être déployées dans le territoire de l'un et de l'autre. Cet accord, qui s'inscrit dans un contexte d'inquiétude croissante vis-à-vis de la Chine et de la menace qu'elle représente dans la région au niveau territorial en particulier, a été conclu en juillet dernier entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des 2 pays. L'agence de presse Reuters a indiqué qu'il visait notamment à faciliter l'entrée réciproque de troupes et d'équipements dans le cadre de formations ou d'exercices et aussi de réponse à des catastrophes naturelles. La porte-parole des forces armées philippines a déclaré que l'accord signé avec le Japon permettrait de renforcer les capacités de connaissance du domaine maritime à travers les transferts de technologies, le partage de renseignements et une collaboration renforcée avec le Japon. Notons que dans la région du Pacifique, les Philippines et le Japon, qui font partie des alliés les plus proches des États-Unis, critiquent aussi ouvertement les prétentions territoriales de la Chine en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale,
où la présence chinoise, que ce soit à travers des navires de l'armée chinoise ou de garde-côtes, va en grandissant. Pékin revendique en effet la quasi-totalité des îlots en mer de Chine méridionale, ainsi que leurs eaux environnantes, mais a également des revendications territoriales qui entrent en conflit avec celles du Japon en mer de Chine orientale, notamment au niveau des îles Senkaku, appelées Diaoyutai en mandarin. Notons que cet accord est le premier de ce genre signé par le Japon en Asie, tandis que Manille a déjà signé des accords similaires avec les États-Unis et l'Australie. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.